amours entre Mamadou Doumbouya et l'opposition politique, la société civile guinéenne, c'est la grande question que l'on se pose ce soir. Comprenez que nous parlons de la Guinée-Conakry, pour préciser. Eh bien, jeudi et vendredi, des violentes manifestations ont eu lieu justement dans la capitale et elles ont fait au moins 5 morts selon les organisateurs, un seul selon les autorités et 3 selon l'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen. Les organisations de la société civile et les partis politiques ont fait part de leur réprobation, mais ils suspendent toute marche pendant 2 semaines pour laisser une chance à la médiation ouest-africaine. Eh bien, comment expliquer ces manifestations de part et d'autre contre les autorités de la transition? Comprenez-vous le désamour entre le colonel Doumbouya et ses manifestants politiques et société civile? Doit-on voir une main invisible ou sommes-nous dans une vraie revendication pour le bien des Guinéens? Que demandent ces organisations? En tout cas, c'est autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue au point sur l'actualité. Vous êtes bien sur les antennes de Foyo Média. Vous nous suivez depuis les satellites Eutelsat et Amos, mais également sur toutes les plateformes de diffusion digitale telles que Facebook et YouTube. Donc, on a même d'ailleurs téléchargé l'application Foyo TV sur leur smartphone. En tout cas, tout ceci est à notre honneur. Merci de faire confiance en la télévision panafricaine. Nous sommes avec Jonathan Batengini pour évoquer ce sujet. La Guinée de Mamadou Doumbouya, une Guinée qui est en pleine ébullition puisque des manifestations ont émaillé la capitale jeudi et vendredi et avec quelques morts où les bilans vont selon ceux qui ont vu, ceux qui pensent avoir vu. De toutes les façons, les organisateurs parlent de 5 morts pendant que les autorités évoquent un seul et l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et du citoyen évoque 3. Quel que soit le cas, notre grande question est celle de comprendre ce désamour qui survient entre Mamadou Doumbouya et les Guinéens dans la rue. Pourtant, tout allait très bien, me dira-t-on. En tout cas, on en parle dans quelques instants en accueillant notre cher Jonathan Batengini sur le plateau central. Joe, bonsoir. Bonsoir Bachir Mohamed Ladan, bonsoir à tous les panafricanistes, bonsoir à tous les Africains qui nous regardent en ce moment, tous les inconditionnels du programme, les techniciens qui veillent à ce que vous ayez cette qualité d'image impeccable, à la direction générale qui supervise les opérations, aux autorités du Cameroun, particulièrement aux forces de sécurité et de défense qui assurent l'unité et l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Et bien sûr, ces autorités les assurent. Et de l'autre côté, il y a une grogne contre les autorités. C'est en Guinée, très cher Jonathan Batengini. Je rappelle que le temps permettra que nous allions retrouver Luc Michel du côté de Bruxelles. La régie nous fera signe quand il sera bien sûr des nôtres. Pendant ce temps, parlons de cette Guinée. Tout allait bien, Jonathan Batengini. Après le putsch de septembre dernier, on a vu une population en liesse qui encourageait les militaires au pouvoir. Et finalement, on se retrouve dans de telles situations, manifestations avec des morts. Quelle lecture? On a une Guinée qui n'a pas encore réussi à exorciser ses vieux démons. Une société qui est ancrée dans une vie politique assez tumultueuse, qui est traversée par des mouvements, il faut le reconnaître, le rôle des organisations proches de Osiwa, c'est-à-dire Open Society in West Africa, qui est la branche locale en Afrique de l'Ouest de l'Open Society d'un certain George Soros, dont on connaît le rôle déstabilisant et déstabilisateur dans les pays d'Europe de l'Est, mais aussi dans les pays d'Afrique, avec ce qu'il a organisé autour des pays du Maghreb qu'on a appelé le printemps arabe. Osiwa, c'est l'organisation qui couvre un peu le mouvement associatif et les ONG, la majorité des ONG en Guinée-Conakry. Malheureusement, Osiwa fait la
pluie et le beau temps dans ces pays-là. Vous savez que le monde de l'Afrique de l'Ouest, pour être compris, il faut se plonger dans le monde associatif. Il y a une forte vie associative qui est développée dans cette partie de l'Afrique et les dynamiques de développement ont été très ancrées dans les dynamiques associatives. Oui. Donc, si bien que les organisations de la société civile là-bas ont plus de légitimité que dans d'autres parties du continent. Donc, malheureusement, ces organisations ne sont malheureusement pas, du fait de mécanismes de financement indépendants. C'est des organismes qui répondent aux diktats des véritables bailleurs de fonds qui sont parfois des instruments pilotés par le State Department aux États-Unis. Oui. Et l'Open Society fait partie de ce type d'organisation qui a dans sa nébuleuse avec autour ses hommes politiques, un peu comme cet opposant Seydou Dalein Diallo, qui est épinglé dans le cadre d'une enquête de la Griffe. Cette cour qui avait été créée, de la GRIEF, qui avait été créée pour réprimer les crimes économiques et financiers en Guinée-Conakry. Donc, des hommes comme Seydou Dalein Diallo sont des pions de l'OCIWA. Vous avez autour d'eux une nébuleuse de pseudo-leaders de la société civile qui sont également aux mains de l'Occident et des États-Unis. Maintenant, pour replacer cela dans le contexte, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de cela une semaine, il y a de cela quelques mois, lorsque la CEDEAO, au mois de février précisément, lorsque la CEDEAO prenait un embargo contre le Mali, c'est au mois de mars, je crois, début mars, les autorités de Guinée-Conakry, à la surprise générale, parce qu'ayant réalisé leur coup d'État, on avait eu très peur de ce que le colonel Mamadi Doumbouya était un ancien légionnaire, qu'il devait totalement basculer dans le camp occidental. Que non. La première grande surprise qui nous est venue, c'était qu'il avait commencé à impulser son management en s'inspirant de celui malien. Oui. Il avait commencé à aligner ses positions sur celles du Mali. Il avait commencé à utiliser, comme les Maliens avaient créé une commission de dialogue, qui permettait à de dialogue inclusif qui permettait à toutes les composantes sociales d'intégrer le Conseil national de transition. Il a également modélé le Conseil national de transition de Guinée sur cet exemple-là. Deuxième grande surprise, c'était lors de l'embargo. Au lieu de s'aligner sur les positions occidentales et de la CEDEAO, il a dit non. Il a décidé de garder ouvert ses frontières avec le Mali. Et il a même proposé aux Maliens désormais de procéder à leurs importations par le port de Conakry. Il est devenu carrément un acteur qui facilitait le désengorgement du Mali et qui permettait au Mali d'avoir une bouffée d'oxygène dans le cadre de l'embargo qu'avait voulu promouvoir la CEDEAO. Bien plus encore, dans le cadre des négociations avec la CEDEAO, il a adopté un calendrier qui est carrément proche de celui du Mali. C'est un calendrier qui est également sur 3 ans. Donc, on a vu qu'il y a eu davantage un rapprochement entre M. Doumbouya, entre le colonel Doumbouya et les colonels de Bamako. Et ce rapprochement a donné finalement droit à une sorte d'amicalité entre les deux établissements. Vous avez le Conseil national de transition malien qui a commencé à collaborer ouvertement avec le Conseil national de transition guinéen. Et les deux pays ont décidé de renforcer leur coopération. Ceci s'est passé aux grandes dames de quelques gens. Quand le colonel Doumbouya arrivait au pouvoir, on se souvient bien de cette image. Les forces spéciales états-uniennes qui accompagnent le colonel Doumbouya à la présidence. D'ailleurs, il a été dit que ces forces spéciales états-uniennes avaient facilité la réalisation du coup d'État. Mais il y a de cela 2 semaines, qu'est-ce qui s'est passé? L'ambassadeur des États-Unis, face au revirement à 180 degrés du colonel Doumbouya, s'est senti obligé d'aller lui remonter les bretelles. Il s'est fait recevoir à la présidence de Guinée-Conakry où il a tenu un discours peu diplomatique vis-à-vis des autorités en place. Comme quoi, il n'était pas d'accord avec la façon dont le colonel Doumbouya était désormais en train de prendre les choses. Surtout que le colonel Doumbouya prenait fait et cause pour la posture malienne qui est une posture d'émancipation vis-à-vis de partenaires comme la France, l'OTAN et particulièrement les États-Unis. Donc, ce qui fait que, certainement,
de retour, ce diplomate a donc décidé d'activer la nébuleuse du State Department, qui est en fait son département de ressort. Oui. Et cette nébuleuse-là est constituée des organisations de la société civile, que comme nous expliquions d'entrée de jeu, c'est ces organisations qui aujourd'hui tiennent ces manifestations, poussent les populations guinéennes dans la rue. C'est peut-être aussi une conséquence de ce que, au niveau médiatique, le colonel Doumbouya n'a pas misé sur une approche médiatique aussi de son action. Il est resté très ancré dans un management classique. Il a voulu réaliser sa révolution peut-être dans le calme, avec moins de lumière. Et il n'a pas compris quand même que les dynamiques populaires ont leur propre logique. Et ces dynamiques populaires, lorsqu'on ne maîtrise pas ces logiques, elles risquent de nous échapper. Mais est-ce que le colonel Doumbouya ne s'est pas recroquevillé à un point où il n'a pas laissé la possibilité quand même à une autre faction de la population de donner son mot, d'avoir son mot à dire dans la transition? Je crois que c'est ça, entre autres, les revendications des manifestants. Bon, quand vous dites une autre catégorie, moi j'ai vu quelquefois, j'ai regardé, parce que je suis ça sur Internet, j'ai regardé la chaîne nationale guinéenne, j'ai suivi les médias privés guinéens. Et quand vous regardez tous ces canaux d'information, vous voyez qu'il y a une récurrence. Le président du Conseil national de transition, c'est un civil. Et ce civil, quand il échange avec les populations, est-ce qu'il a besoin, est-ce qu'il discrimine? Je n'ai pas eu l'impression qu'il discriminait les bons des mauvais Guinéens. Je pense même plutôt que il est parti sur un modèle de représentativité. Est-ce que c'est ce modèle qui est questionnable? Parce que regardez ceux qu'il convoque. Il convoque les gens qui sont responsables d'associations qui ont pignon sur eux. Il convoque les responsables de partis politiques. Il convoque, et quand on dit parti politique, c'est toute la classe politique guinéenne qui avait été convoquée. Monsieur Sédou Dalen Diallo, lui, il a fait l'objet simplement d'une enquête. Il y a des faits qui l'accablent. Et au lieu que de présumer de sa culpabilité, je crois qu'il a encore la présomption d'innocence. Donc, certainement, lui-même a désigné des représentants pour aller discuter avec le président du Conseil national de transition. Donc, le président du Conseil national de transition n'a pas disqualifié de manière arbitraire certains acteurs pour qu'on dise qu'il s'agit simplement de l'absence d'un dialogue inclusif. Non. Il y a d'autres logiques derrière, c'est la logique poursuivie par le colonel Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas la transition en elle-même qui est visée ici. C'est l'homme qui impulse la nouvelle orientation du point de vue stratégique qui est visé, c'est-à-dire le colonel Mamadi Doumbouya. Et s'il paye les frais, ce ne sera pas un hasard. Pourquoi? Parce que lui-même arrive au pouvoir, parce que le président Alpha Condé avait effectivement opté pour les mêmes choix stratégiques. C'est par exemple le choix de la Chine. Quand le colonel Mamadi Doumbouya dernièrement commence à parler de partenaires stratégiques dans le domaine minier, il se rend compte que les Chinois sont des partenaires qui sont intéressants parce que le fameux port qui devait être construit contre l'exploitation des gisements de fer, il se rend compte que c'est des projets qui étaient des projets novateurs et il les remet d'actualité et il ne va pas... Est-ce que cette reprise en main pourrait justifier le fait qu'on ait permis au président Alpha Condé d'aller se faire soigner à l'extérieur? Vous savez, on n'a pas permis. C'est encore dans le cadre du dialogue inclusif que... Mais il est parti. Oui, mais le colonel Doumbouya et l'ensemble du CNT a quand même discuté avec le président Condé. C'était une recommandation d'ailleurs du CNT. C'est le CNT qui a demandé que soit relâché le président. C'était une des recommandations. C'est même ça qui montre que c'était inclusif. Vous vous souvenez que ici, dans le cadre des émissions, nous avons demandé à plusieurs reprises la libération du président Alpha Condé. Et nous pensions que la sortie de prison du président Alpha Condé devait permettre de donner une bouffée d'air à la démocratie guinéenne. Mais peut-être ce qui a manqué, c'est que le colonel Mamadi Doumbouya aurait pu trouver une nouvelle formule pour intégrer le professeur Alpha Condé dans les nouvelles dynamiques qui sont mises en place. Parce que idéologiquement, les deux hommes ne sont plus éloignés. Alpha Condé, finalement, mais Doumbouya avait réussi quand même la prouesse de le faire vomir par la population.
Oui. Le réintégrer, est-ce que ce ne serait pas une façon de dire que c'était une erreur pour nous de faire ce coup? Déjà, le fait d'avoir réorienté de manière stratégique ces choix vers ceux qui avaient déjà été réalisés par le professeur Alpha Condé, c'était une reconnaissance qu'il y avait une méconnaissance des dossiers stratégiques de l'État de Guinée. Donc, à ce niveau-là, il aurait pu réintégrer et reconnaître. Il n'y a aucun mal à se tromper. Oui. Il aurait pu reconnaître qu'il s'est trompé sur les choix stratégiques qui avaient été opérés par le professeur Alpha Condé. Nous comprenons qu'il y aurait là une contradiction parce que les gens diraient pourquoi avoir donc renversé un régime qui finalement était sur le bon chemin. Oui, c'est vrai, mais c'est un risque qu'il aurait couru et qui sera un risque utile. Vous savez, en matière de révolution, il ne faut pas avoir l'orgueil de penser que vous êtes le seul éclairé. Quand vous vous rendez compte que les acteurs ont raison, vous leur donnez raison et vous les intégrez dans la dynamique. Donc le professeur Alpha Condé aurait été une force de plus dans le cadre de cette lutte. Il aurait pu trouver une formule pour que le professeur Alpha Condé travaille à ses côtés. Aujourd'hui, que le professeur Alpha Condé n'est pas en Guinée, c'est même une faiblesse pour le Conseil national de transition. Parce que l'affaiblissement de ce conseil tient à ce que les manipulateurs peuvent utiliser la frange de population qui est favorable au professeur Alpha Condé. Quand vous regardez quand même le pourcentage obtenu lors de la dernière élection, près de 80% par le professeur Alpha Condé, vous vous rendez compte que c'est quand même une force de nuisance importante qui est là. Et les autorités de l'OTAN qui savent, quand ils ont manipulé le premier coup d'État qui a porté le colonel Mamadi Doumbouya, ces autorités-là savent que, en fait, cette frange de personnes qui sont favorables au professeur Alpha Condé, c'est des forces de nuisance qu'on peut mobiliser à tout moment. Donc, aujourd'hui, pour les mobiliser, ce n'est pas difficile. Il faut entretenir une rancœur. Il faut remettre des slogans anti-Mamadi Doumbouya dans la rue. Et il faut utiliser la nébuleuse, Osiwa et toute sa nébuleuse qui travaille pour le State Department, pour ramener des dynamiques populaires qui vont donner l'impression que le peuple guinéen est en train de vomir le Conseil national de transition. Alors, les images qu'on a vues de certains confrères du côté de Conakry démontrent quand même une jeunesse très, très remontée, prête à faire affront quand même avec les forces de l'ordre. Est-ce que cela ne justifierait pas quelque part l'idée première de ces organisateurs de manifestations, comme quoi la population elle-même se sent écartée de la gestion de la transition? Bachir, nous avons expliqué ici très clairement les mécanismes. Si vous prenez la majorité électorale qui était acquise au professeur Alpha Condé, qui certainement en a après le colonel Mamadi Doumbouya, si vous les remontez, vous les envoyez dans la rue, ils seront nombreux. Donc c'est très clair. Mais il s'agit de manipulation, Bachir. Il s'agit de manipulation. Il ne s'agit pas d'un peuple qui, sur des aspirations fondées sur des éléments concrets, peut véritablement remettre en question cette transition. Cette transition, pour l'instant, est en train de faire ses preuves. D'ailleurs, elle est revenue à un système de gestion qui prend en compte les orientations stratégiques. Le retour à la Chine, c'est quand même cette transition qu'il a réalisée. Et c'est ça le problème. Le grand problème, ce n'est pas le colonel Mamadi Doumbouya pour ce qu'il représente, c'est les orientations stratégiques qu'il est en train de donner à l'État guinéen. Et ces orientations stratégiques étaient déjà ceux qui avaient valu la place au professeur Alpha Condé. Professeur Alpha Condé n'est pas parti du pouvoir parce qu'il aurait truqué les élections, ou bien parce qu'il aurait perdu. Mais vous allez remarquer que parmi les populations qui sont remontées actuellement, vous allez observer une majorité de pro-Condé qui seront dans la rue. Pourquoi? Parce que on a préparé les conditions d'une instrumentalisation. Le colonel Doumbouya, pour nous... Oui, quand vous le dites, il faut bien rappeler quand même que selon nos informations, certains militants du parti d'Alpha Condé ont accepté quand même participer à la manif. C'est simplement un scénario qui était bien pensé. Les stratèges de l'OTAN savent que Alpha Condé avait la majorité à l'époque où il gagnait les élections. Quand ils ont formaté ce coup d'État, ils se fichent de démocratie Bachir. Ce n'est pas des gens qui croient à la démocratie fondamentalement. Ils croient exactement, il y a un expert qui disait « This is what USA democracy means. It means do what I tell you, what I tell you. » Fais ce que je te dis. Si les États-Unis, vous faites ce qu'ils disent, vous faites la démocratie. Peu importe qui vous êtes. La preuve, il y a beaucoup de dictateurs dans le monde qui sont soutenus par les États-Unis. Vous voulez voir lesquels? Le gouvernement, bon, aujourd'hui, ils ne sont plus d'accord avec cela. Mais prenez Mohamed Ben Salman. Son père, il était quoi?
Il était un despote. On y et revient. pourtant, les États-Unis soutiennent l'Arabie Saoudite. Merci. Vous prenez le Qatar. Ils respectent les droits de l'homme? Non. Pourtant, les États-Unis sont les alliés des Qataris. Donc, les États-Unis se fichent pas mal et de démocratie et de droits de l'homme. Ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts uniquement. Parce que la Chine menace leurs intérêts en Guinée-Conakry. Ils sont actuellement en train de vouloir changer l'ordre régnant en Guinée-Conakry. Merci très cher Jonathan Batenguine. Je reviens à vous. Allons au téléphone retrouver Jean Sakponou. Il nous appelle des États-Unis d'Amérique comme toujours. Bonsoir cher Jean Sakponou, vous avez la parole. Bonsoir Bachir. Bonsoir aux techniciens, bonsoir à votre invité Jonathan Batenguine. Bonsoir à Luc Michel qui n'a pas encore fait signe de vie. Oui Bachir, comme le dit votre invité, c'est une manipulation. C'est une manipulation. Et ça fait mal. Parce que quand vous parlez des Américains, vous voyez, l'État américain, c'est tout un... C'est pas... Vous l'aviez dit une fois sur votre entrée, c'est tout un enclos vraiment très vaste. Des lobbies par ici, des choses par là. Vous voyez, mais ça n'honore pas le pays. C'est une dictature. Que ces compagnies qui sont américaines et qui travaillent à l'extérieur au nom de l'Amérique. Ils se couvrent du gros titre de l'Amérique pour faire de n'importe quoi, surtout avec les Africains. Bachir. Parce que on ne peut pas être compagnie pratique sur le continent africain. Sincèrement. On ne peut pas être américain pour encourager cette injustice que c'est sur la pratique sur le continent africain. Vous voyez, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous supportons cela d'une façon vraiment injuste. Chaque fois on parle d'Américains, Américains. C'est des groupes sanguinaires, c'est des groupes satanistes qui s'en vont à la recherche des ressources minières en Afrique et qui tuent les Africains pour venir aussi créer les affaires dans ce pays, pour dire que oui, ça c'est pas un développement, c'est une injustice. Facile. Vous voyez, ce qui se passe, c'est une manipulation. Et les Guinéens doivent comprendre ceci. Nous le disons, on ne sait pas comment on peut parler, c'est vrai que nous sommes des humains, mais ce que nous disons, c'est des fois, ce que moi je dis, des fois, ça peut ne pas paraître acceptable pour d'autres, mais c'est très spirituel ce que je dis. Bachir. Ce qui se passe, c'est une manipulation, je répète encore, parce que c'est très important qu'ils doivent comprendre. Vous voyez, on est en train de révolter la population, et on divise la population pour dire l'autre. Mais est-ce que les Guinéens savent combien de compagnies américaines, de compagnies occidentales qui pillent leur pays? Il vaut mieux faire les manifestations devant les ambassades là. Il vaut mieux attaquer les intérêts de ces compagnies en Guinée, comme le cas du Sénégal. Quand on a attaqué Total, on a attaqué les intérêts français. Mais vous voyez, non? C'est comme ça que les manifestations doivent agir et non aller attaquer, s'attaquer, s'entretuer entre eux. Ce n'est pas sérieux. Comprenez, nos frères guinéens, on vous manipule. Allez devant les ambassades de ces pays qui pillent vos pays. Manifester pour que ces ambassades-là quittent, enlèvent leur droit de manipulation sur vous. Les millions de dollars qu'on vous donne aujourd'hui, c'est que ça va vous faire. Ça va finir, mais votre dignité est bafouée. Vous êtes devenus esclaves des chiens pour eux. Comprenez ceci. Ça, c'est pour toute la jeunesse africaine. Cessez d'être manipulé. Si vous voulez manifester, allez devant l'ambassade de ce pays-là, comme le cas de Burkina maintenant qui se prépare. Aller manifester devant l'ambassade de la France, dire à l'ambassade de partir. C'est comme ça qu'il faut. Parce que des gens, c'est des tueurs, c'est des sauvages, c'est des groupes démoniaques qui utilisent la population africaine pour obtenir leur gain de cause. Et ils exploitent allègrement nos ressources minières. Mais c'est une injustice. Ils vont payer. J'ai fini par là. Que Dieu vous bénisse. Très cher Jean Sakpono pour cet appel depuis les États-Unis d'Amérique. Restons au téléphone. Et c'est un autre de plus fidèle qui nous appelle, Lamine Diop. Depuis Genève en Suisse. Lamine, bonsoir. Bonsoir, M.
Bachir, bonsoir l'ensemble des téléspectateurs auditeurs de Foyou, ainsi qu'autre G Technique. Bonsoir l'ensemble des panalistes. J'applaudis ce que dit Jonathan Batingene. Et d'ailleurs, il y a un aspect en sourdine qu'il a énuméré légèrement que je vais peut-être accentuer. Et disons que, mon cher Bachir, le désamour entre Doumbouya et l'opposition politique, ça n'est pas un incident isolé, mais plutôt l'illustration d'un vrai divorce sociopolitique. On pourrait se dire que le mauvais traitement fait à Doumbouya par l'opposition politique n'est qu'un épiphénomène. Or, ce qu'il traduit n'est pas que de surface, c'est très profond. On pourrait même dire sédimenté. Depuis des mois, parce que dès les premiers jours de son coup de force, que le fossé a commencé à se creuser avec ce leader qui ne faisait pas assez leader, qui a été trop suspect, un leader sous les critiques des panafricains et patriotes, fragilisé par sa double nationalité, dont l'une n'est pas le fruit d'un héritage natal, ou encore fragilisé par les rivalités politico-ethnocentriques que connaît la Guinée-Conakry, dont la répartition du tissu ethnique est très équivalente entre les deux grosses ethnies, c'est-à-dire du pays avec 23% de Malinké, en compagnie de 10% de leurs proches ethniques, de leurs proches cousins ethniques, les Soussous, et enfin 32% de Peul, rend le clivage politique un explosif politico-social, si je peux me permettre. Pour un panafricain comme moi, j'aurais souhaité que le peuple guinéen soit au-delà de ces traquenards socio-ethniques pensés, mijotés en amont par les Occidentaux via la conférence de Berlin, par exemple. Mais ma foi, c'est une triste réalité manifeste qu'il faut considérer souvent dans nos contrées africaines. D'ailleurs, il est à relever qu'au Sénégal, par exemple, le pays voisin, ce clivage politique n'existe guère. Mais encore, c'est peut-être plus abordable de ce côté-là, car du moment où vous avez 66% qui est d'un seul groupe ethnique, naturellement, les autres minorités ethniques fédèrent politiquement et sociologiquement son remue-ménage. Et que la politique ne peut qu'être idéologique que ethnique. Et preuve en est qu'au Sénégal, l'ethnie majoritaire, c'est-à-dire les Wolofs, n'ont jamais pris le pouvoir au Sénégal et ça n'a jamais été un problème. Bref, comme le dit souvent la formule, la politique est faite pour la majorité, cette nouvelle politique, en tout cas, qu'on a héritée de l'Occident. C'est ainsi, mon cher Bachir, mon cher Batingene, et c'est tout cela qui rend la tâche difficile à Doumbouya, en Guinée-Conakry. Même si je ne vais pas m'apitoyer sur son sort, parce que pour des questions d'éthique et de ligne de conduite, je ne supporterai jamais un ancien légionnaire français devenu leader politique d'un pays africain comme ce Doumbouya. Disons que, pour finir là, mon cher Bachir, le résultat de tout ça, c'est que le groupe ethnique Peul, avec leur chef de file instrumentalisé et soutenu par la France, n'a jamais été aussi proche d'accéder au pouvoir sans exonérer Doumbouya de sa responsabilité de faire patriote comme Alpha Condé. Alors, la réalité, c'est que dans cette tempête perpétuelle, la politique guinéenne reste elle-même, c'est-à-dire ethnocentrique et non idéologique. D'ailleurs, ce que l'on exprimait et continue d'exprimer l'opposition politique guinéenne, c'est plus, selon moi, si j'ose dire, du rejet ethnocentrique que du désamour. Merci, bonne fin d'émission, à bientôt. Très cher Lamine Diop, vous revenez quand vous voulez, le standard reste ouvert. À tout moment, d'autres analyses peuvent jaillir de la tête des uns et des autres, C'est une chaîne du Quai d'Orsay. Vous savez, le Quai d'Orsay a 3 chaînes, France 24, RFI et puis TV5 pour ne pas leur faire de publicité. Mais il s'agissait de TV5. Il a été reçu un leader qui s'appelle Fonike Mengue. Oui. Il est leader de ce qu'on appelle le FNDC. Il est le coordonnateur de cette plateforme. Et dans cette interview, vous savez d'abord quel est le sens de l'interview qui est accordé aux médias français. C'est que généralement le favori de celui qu'ils veulent présenter comme légitimité, comme légitime, celui à qui ils veulent donner une certaine légitimité internationale, on l'interviewe sur les problèmes majeurs de son pays. Et Fonike Mengue, pendant cette période, nous a révélé un ensemble de choses. Il dit qu'il est venu en Europe pour avoir le soutien du Portugal, de la Belgique, de la France et d'autres pays européens dans le cadre de l'assainissement de la vie politique dans son pays. Suivez bien les termes. Ça veut dire qu'en fait, il était en train de clairement indiquer
qu'il allait se préparer pour un ensemble de manifestations qui visent à contester l'autorité du président Doumbouya en Guinée-Conakry. Il faut reconnaître, et ça je comprends notre frère Lamine, que le fait que le colonel Mamadi Doumbouya soit un légionnaire nous a amené à nous dire qu'il n'était pas digne de confiance. Mais pour l'instant, le colonel Mamadi Doumbouya a pris des options fortes qui coïncident et convergent avec notre posture au niveau du panafricanisme. Il est en train de se rapprocher des pays émergents, notamment la Chine, les pays qui challengent l'hégémonie injuste et prédatrice des États-Unis. Donc, du fait de ce rapprochement avec des puissances dont nous sommes sensibles, ou bien dont nous apprécions le leadership, nous nous disons c'est une bonne option qui mérite notre soutien. Donc, à ce titre, il rejoint nos positions et nous sommes tout à fait convergents sur le même chemin. Donc, le président Doumbouya devait s'attendre déjà à ce que, de retour, ce monsieur Founike Mengue serait le leader d'une contestation qui vise à entacher sa gestion du pays. C'est un peu, ça rappelle un peu tout ce qui se fait actuellement au Mali. Parce que les gens se demandent pourquoi au Mali on a arrêté les 49 soldats, les 50 soldats ivoiriens, les mercenaires ivoiriens. Pourquoi on a arrêté les terroristes dernièrement qui sont allés au camp de Kati? Pourquoi? En fait, toutes ces questions trouvent des réponses dans ce qui se passe actuellement en Guinée-Conakry. C'est que pendant que nous étions en train de tirer la sonnette d'alarme sur le Mali, il y avait le cas de la Guinée-Conakry. Vous vous souvenez, Bachir, avant la réunion du 3 juillet, lors d'une émission ici, nous alertions qu'il y a deux dossiers qui seront prioritaires. Le dossier de la Guinée-Conakry et le dossier du Mali. Le dossier du Mali devait être le dossier principal, le dossier secondaire serait celui de la Guinée-Conakry. Parce que les deux pays ont les mêmes options du point de vue stratégique. Le pays qui devait être un cache-sexe et dont le dossier devait être sur la table, c'est le Burkina Faso, qui était le dossier qui avait été utilisé pour brouiller les pistes. Donc, actuellement, le fait qu'on se soit concentré sur le dossier malien, et le fait que le président Doumbouya n'ait pas misé sur les mécanismes de communication populaire, de communication de masse, comme les médias, ça fait que on a carrément isolé, ou bien on a carrément tenu la Guinée-Conakry comme un angle mort. Et pendant ce temps, les plans de l'OTAN, les plans macabres de l'OTAN, ont pu être ourdis en silence et progressivement ont créé cette situation qui malheureusement est dans sa phase ombolique. Actuellement, ce que nous observons, c'est la manifestation d'un travail minutieusement préparé par les forces obscures de l'OTAN. C'est comme ça que la déstabilisation a toujours évolué. Il y a eu le fameux phénomène des printemps arabes. Aujourd'hui, nous savons que par certains combattants, certains mercenaires qui sont allés en Ukraine, quand on leur demande quelle est votre expérience de combat, ils répondent qu'ils étaient en Tunisie ou bien en Égypte pendant les révolutions du printemps arabe. Donc, en fait, c'est des mercenaires qui ont agi pendant cette période. Il n'est pas exclu également que parmi ces personnes que vous voyez dans les rues de Guinée-Conakry, il y ait des Ivoiriens ou bien des Ghanéens qui aient été amenés, des mercenaires, pour appuyer les forces de contestation. Alors, c'est juste un exemple, hein, c'est pas que vous en avez après. Non, je n'en ai pas après. C'est juste que nous savons que si des mercenaires, vous savez qu'on regarde aussi les caractéristiques sociologiques d'une population. Je vous reviens. Un numéro inconnu appelle avec insistance, on va y aller, on va lui donner la parole. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, Merci de nous rejoindre. Oui, bonsoir, allez-y, on vous écoute. Vous êtes bien sur les antennes de Foyo Média. Voilà, je m'appelle Emmanuel. Oui. Je suis guinéen. Oui. Et par rapport à ce qui se passe en Guinée, il y a un ensemble de faits qui échappent à la majorité des panafricains à l'extérieur de la Guinée. Oui. Je suis là à Conakry, je vis à Conakry et je sais ce qu'il se passe. À l'intérieur du plus grand camp militaire de la Guinée-Conakry, le camp Alpha Yaya Diallo, on est en train de rénover des endroits pour pouvoir loger des militaires français à l'intérieur de ce camp. L'orientation que Doumbouya est en train de prendre, c'est pour pouvoir tromper les gens. Je vous dis là, aujourd'hui, ce qu'on dit, les grèves qui se font avec l'opposition, depuis le temps de Lansana Conté, le deuxième président de la République de Guinée, depuis ce temps-là, c'était Selou Daleng,
en tant que chef de l'opposition, en tant que Peul, qui instrumentalisait la majorité de ses parents Peul pour pouvoir faire les grèves et déstabiliser le pouvoir. Ce n'est pas que ces deux-là se détestent, c'est qu'ils travaillent dans le même but, de jeter de la poudre aux yeux des Africains et des Guinéens. Ils travaillent dans le même but. Il se fera une succession comme il s'est fait au Burkina, où on a renversé un élément de la France pour mettre un autre élément de la France, Roch-Marc Christian Kabore, et pour mettre un troisième après lui. Je vous assure que ce qui se passe en Guinée n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir de l'extérieur. Les Guinéens ont peur parce que ce qu'il se passe, si Dieu ne protège pas les Guinéens, c'est la guerre qui guette ce pays. C'est la guerre qui guette ce pays. Parce que déjà sous le temps du professeur Alpha Condé, les munitions de l'armée avaient été démantelées. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les éléments du pouvoir précédent, c'est-à-dire du pouvoir de Lansana Conté, d'un pouvoir précédent, qui sont encore à des postes stratégiques dans ce pays, depuis le temps de Lansana Conté, depuis le temps de Dadis, qui était lui-même un homme de confiance de Lansana Conté, démantelé. Sous le temps de Alpha Condé, ils avaient démantelé tout le matériel militaire. L'armée se retrouve désarmée. Alors, oh là là, désolé, notre ami Emmanuel, je crois que c'est un problème de connexion au niveau du net avec notre ami Emmanuel. Certainement rappellera-t-il. De toutes les façons, le standard reste ouvert. Il reste ouvert à tous ceux qui veulent appeler et participer à la réflexion. Emmanuel estime qu'il s'agit, que cette stratégie de Doumbouya serait juste un cache-sexe, et il prenait quand même l'exemple de ce camp militaire Alpha Yaya qui se trouve au cœur même de Conakry, qui serait en train d'être préparé pour installer des soldats français. Alors c'est vrai que pour le moment, ce sont les déclarations d'Emmanuel, on prend avec des pincettes, non pas pour dire que ce qu'il dit est faux. Alors vous, quand vous écoutez ça, la démarche de Doumbouya, un cache-sexe tout simplement? Ça pourrait être possible. Oui. Cependant, pour l'instant, il y a des faits tout donc, à fait... vous vous basez sur des faits. Des faits, oui, des faits qui corroborent ce que je dis. C'est des faits qui sont en notre possession. Maintenant, nonobstant toutes les réserves qui peuvent être émises et des informations supplémentaires qui pourraient être apportées, voilà notre vision que nous pouvons partager sur la Guinée-Conakry. Oui. Parce que cette Guinée-Conakry, il faut bien se dire une chose, c'est quand même le pays de Sékou Touré. Oui. Historiquement, c'est un pignon de la lutte panafricaniste. Tout à fait. Donc, si la Guinée-Conakry prend la mayonnaise, avec le Mali qui est dans sa dorsale, vous avez deux pays majeurs qui risquent de pousser au basculement géopolitique au sein de la CEDEAO. C'est très important. Bon, maintenant, est-ce que le président Doumbouya serait dans un cache-sexe? Quand on regarde quand même le ton avec lequel s'est exprimé l'ambassadeur des États-Unis la semaine dernière, ça laisse quand même à se dire qu'il y a de l'inquiétude du côté des forces de l'OTAN. Oui. Il y a de l'inquiétude parce qu'ils sont allés voir le président Doumbouya. C'était dans la même mouvance que ce que Macron faisait dans l'espace. Permettez qu'on y aille. On me fait savoir qu'Emmanuel est revenu. Très cher Emmanuel, merci d'être revenu. Alors, vous avez la parole. Allons-y, on vous écoute. Merci beaucoup. Ce qu'il se passe en réalité, si vous vous renseignez un peu en dehors du domaine politique, sur le domaine médical par exemple, dans le domaine social, même dans le domaine de la formation des journalistes, vous allez remarquer que les initiatives européennes et françaises en Guinée se sont multipliées depuis la venue du militaire Doumbouya au pouvoir. Essayez de vous renseigner sur ce point. Parce que souvent, là où on nous pointe le regard, on nous pointe le regard dans une direction et nous, c'est le doigt qu'on regarde, plutôt que la direction. Depuis que Doumbouya est arrivé au pouvoir, les initiatives européennes et françaises en Guinée se sont multipliées. Et même, vous allez voir, tournez-vous du regard du côté des activités de Bolloré. Bolloré a fait récemment des dons humanitaires, soi-disant humanitaires, à Conakry, ici en Guinée. Essayez de vous renseigner sur ce sujet. Vous verrez où je veux en venir. Vous verrez où je veux en venir. Et pour ce qui est pour revenir des grèves qui sont organisées où on dit que l'armée tue et tout, je vais vous dire la vérité. Ce n'est pas beau à entendre, mais c'est la vérité. Il y a beaucoup de peuples guinéens qui ont la nationalité sénégalaise,
qui ont la nationalité malienne, qui ont la nationalité burkinabé et même ivoirienne, qui ont toutes ces nationalités, qui ont même des assises dans chacun de ces pays, des familles dans chacun de ces pays. C'est moche à dire. Tous les peuples ne sont pas pareils, mais beaucoup de peuples le font. À chaque mouvement de masse, ils se déplacent, ils vont soit au Sénégal, soit en Guinée. C'est ainsi que les campagnes avaient été faites à l'intérieur du Sénégal avec des Guinéens d'origine qui ont pris la nationalité et qui ont voté à l'intérieur du Sénégal. On sait comment les choses se sont passées. Ici, ils blessent des gens avec des armes dans les quartiers la nuit. Au moment où les militaires, les policiers, les gendarmes, dans les patrouilles conjointes, ils sont dans les patrouilles à des endroits fixes. Ils sont armés, bien sûr, mais ils sont à des endroits avec des patrouilles fixes. Comment est-ce qu'on peut se retrouver avec des blessures, des gens dans des quartiers, des gens qui ne sont même pas parmi les grévistes, alors que les autres, les militaires sont blessés, les policiers sont blessés, avec instruction de ne pas tirer sur la population. Ils sont armés. Ces gens-là sont armés. Si on vous dit aujourd'hui, quand ils se promènent dans les quartiers, dans certains quartiers, Bambet Okoza, Amdalaï, sur l'axe-là qu'on dit, l'axe de la démocratie, qui n'est que l'axe de la terreur. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas peur, vous vous promenez pendant les grèves sur ce axe-là, on peut vous éborgner. Moi, j'ai vu un jour, je suis allé faire mes lunettes à l'hôpital, j'ai vu un enfant de rien du tout, un enfant de même pas 13 ans. Un enfant de même pas 13 ans qui avait perdu son œil. Lui, ils ne le disent jamais, mais ils sont d'une extrême violence. Il faut qu'il y ait une éducation idéologique, que les peuples apprennent qu'ils ne sont pas des juifs d'Afrique, qu'ils ne peuvent pas se développer, que l'Afrique ne peut pas se développer sans eux, et qu'ils sont nos frères, qu'ils ne sont pas nos ennemis. Qu'ils ne sont pas nos ennemis. Il faut que les gens apprennent que l'ethnicisme ne va emmener l'Afrique nulle part. Il y a des endroits dans ce quartier-là, quand vous vous promenez, si vous ressemblez un peu, vous êtes un peu clair de teint, on va vous demander si vous voulez le pain, biredi. Ce biredi-là, c'est les coupe-coupes. Il ne s'agit de rien d'autre que les coupe-coupes. Il y a même des journalistes qui ont été blessés, pourtant ils étaient derrière, ils étaient avec les policiers protégés, ils ont été blessés. Vous pouvez vous renseigner, des journalistes de Espace FM, une grande radio guinéenne, des journalistes d'évasion. Ce qui se passe dans ce pays est extrêmement flou. Ce qu'on voit de l'extérieur est extrêmement biaisé. Oui. Alors, extrêmement biaisé. On vous comprend très bien, Emmanuel. D'ailleurs, que cette question, nous en avons évoqué hier, justement, puisque le dernier discours du président Emmanuel Macron, en tout cas sa déclaration du côté de la Guinée-Bissau, a laissé entendre qu'il y avait une sorte de génocide de peuple qui était en préparation, d'assassinats ciblés. Je me répète, je m'excuse, il n'a pas dit génocide, il a dit des assassinats ciblés des peuples Peul. Et justement, ça corrobore à ce que vous disiez. Et donc, il faut quand même un appel à plus de conscientisation, c'est ça? Alors, merci en tout cas, Emmanuel. D'accord, on reviendra vers notre ami tout à l'heure, dès qu'il nous reviendra aussi. Mais pendant ce temps, allons en Côte d'Ivoire. Justin Afo nous appelle. Justin, bonsoir. Oui, bonsoir au Cameroun. Bonsoir aux téléspectateurs de Foyo TV. Je salue les panélistes qui sont là. Bachir, excusez-moi si je vous ai pris en retard, j'étais un peu occupé. Concernant le thème de ce jour, Bachir, moi je ne sais à quel jeu joue le président guinéen et l'opposition. C'est un jeu de chat et de la souris. Je ne sais pas ce que ces deux-là, l'opposition et le régime en place, je ne sais pas. Chacun veut faire tout possible pour plaire à la France. Des deux côtés, hein, que ce soit l'opposition. L'opposition compte sur la France pour venir au pouvoir. Doumbia compte aussi sur la France aussi pour être maintenu au pouvoir. Et là, c'est le peuple guinéen qui va beaucoup en souffrir. Le peuple guinéen va beaucoup en souffrir. Il faudrait que les gens apprennent à se libérer complètement des chaînes du joug du colonialisme. Doumbia est un Français, c'est un gendarme français. Doumbia a participé à la guerre de la France contre la Côte d'Ivoire de 2010 à 2011. Il était ici en Côte d'Ivoire, il était légionnaire français. Il travaille pour la France. Il n'a pas renoncé à sa nationalité française, Bachir. Il a sa carte d'identité française. C'est un Français, il travaille pour la France. Même si c'est vrai, les conditions ne sont pas réunies et qu'il y a une autre force qui essaie de s'imposer, mais il faudrait que les gens sachent qu'il est français et qu'il a prêté serment pour la France.
Donc il va servir les intérêts français. Les Russes en Guinée ont réussi à préserver leurs intérêts. Doumbouya ne peut pas les toucher. Et heureusement, sinon tout était déjà parti, tout s'est fait pour être bradé. Mais heureusement, je ne crois pas en l'opposition guinéenne. C'est une opposition qui est rattachée aux valeurs de la France. C'est une opposition française. Doumbouya, c'est la même chose. C'est au peuple de décider de la destinée de leur pays. C'est aux Guinéens de décider de la destinée de leur pays. Je vous remercie. Très cher Justin, pour cette contribution depuis la Côte d'Ivoire. Je reviens sur le plateau avec vous, cher Jonathan Batenguini. Alors, il y a quand même beaucoup qui émettent des réserves quant à la clarté, la lisibilité dans la démarche du président Doumbouya. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait redire sur la posture du président Doumbouya. Notamment le fait qu'il soit légionnaire français. Ça avait fait vous l'avez dit d'entrée du jeu. Mais il y a eu beaucoup de revirements aussi dans sa posture. Il y a des informations que notre téléspectateur lui a essayé d'apporter, des informations complémentaires. Nonobstant le fait qu'on va les vérifier, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu un changement de cap de la part du président Doumbouya. Et ce changement de cap n'est pas anodin. N'ayons pas la facilité de le juger avec ce qu'il était au départ. Il y a eu des actes qu'il a quand même posés entre-temps qui ne sont pas des actes anodins. Ce n'est pas par la Guinée-Conakry que les armes sont entrées au Mali. C'est bien par le Sénégal. Tout le monde le sait aujourd'hui. Que les armes qui devaient transiter pour entrer au Mali venaient du Sénégal. Ce n'est pas la Guinée-Conakry qui s'est constituée la force la plus nuisible pour faire pression sur le Mali. C'est la Guinée, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Ghana et c'est le Nigeria dans une certaine mesure au sein de la CEDEAO. Cette Guinée-Conakry, avec la posture que le président Doumbouya avait à l'époque quand il arrivait au pouvoir, c'est pas du jour au lendemain que des changements notoires comme les changements de stratégie, les changements de partenaires stratégiques se font jour, sauf à être suicidaire de sa part. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui vaudrait d'être suicidaire. Sauf si on veut m'expliquer quand même qu'au sein du bloc français, ils aient décidé de créer des désordres. Pourquoi si Doumbouya est encore en odeur de sainteté avec les Français, ces derniers lui laisseraient d'affronter la rue qui cette fois-ci a comme leader M. Mengue qui était en France et comme leader politique M. Cellou Dalein Diallo qui lui-même est du ressort de la France. Est-ce que la France se serait divisée pour organiser une lutte? Alors, voyons ce qu'en pense Lamine Diop justement à ce sujet. Lamine Diop, une nouvelle stratégie du bloc occidental en Guinée? Oui, mon cher Bachir, vous m'avez dit de revenir, donc je reviens. Mais effectivement, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Emmanuel, qui rejoint à votre questionnement, mais il a absolument raison. Et vous voyez, il y a ce qu'on appelle la théorie, en fait, des débats politiques. Il y a aussi ce qu'on appelle les contextes réels. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure d'ethnocentrisme et non-idéologie en Guinée. Ça, c'est un piège. Je sais bien, nous, aujourd'hui, les panafricains, tu as bien vu, moi, je ne vois pas de Sénégal. D'ailleurs, même si je ne suis pas né au Sénégal, je ne vois pas de Sénégal, je vois du panafricanisme. Mais il faut dire quelque chose. Quand vous allez dans les villes, dans les marchés, que ce soit au Cameroun, avec les Wondo, les Bassa, les Bamileke, que vous allez en Guinée, entre les Malinké, les Peuls, comme il vient de dire Emmanuel, c'est des réalités, mon cher Bachir. Eh oui. Ce sont des réalités et tout le nœud de l'affaire est là. Effectivement, on peut dire qu'il y a des réalités géopolitiques, comme Macron l'a fait en Guinée-Bissau, mais en fait, ils n'inventent pas la roue. Ils essaient simplement d'activer des phénomènes et des prérequis géopolitiques nécessaires à leur ordre mondial. Donc ça, c'est une réalité. Comment il faut combattre cette réalité? Emmanuel dit qu'il faut éduquer les gens. Je ne pense pas. Je pense que la réalité, certes, il faut toujours parler d'éducation, mais c'est un gros mot. Mais je pense que la réalité, elle est au-delà de l'éducation. C'est que vous avez des gens qui vous disent fondamentalement, ils sont différents de vous.
Ils sont différents de vous spirituellement, encore un micmac occidental. Ils sont différents de vous linguistiquement, un micmac occidental. Ils sont différents de vous même, je veux dire, en fait, physiologiquement. Et tout ça fait que c'est un espèce de saupoudrage, de superficialité, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, les différences, elles sont là. Et pour les combattre, c'est compliqué parce que vous combattez ces différences-là comme nous le faisons aujourd'hui sur Foyo Média ou encore dans d'autres médias panafricains. Mais le problème, c'est que les Occidentaux, ils ont beaucoup de moyens. Donc, ils poussent. Et du coup, vous avez ce qui se passe en Guinée. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez, moi, un enfant de la diaspora, issu de la diaspora en France, typiquement, je suis obligé de subir la politique de la majorité française qui est caucasienne. Mais dites-vous, Bachir, ça va arriver. La France fait sa merde en Afrique. Peut-être dans 100 ans, on va avoir peut-être 46% ou 35% de Français issus simplement de l'Afrique. Et là, dans ce cas, vous allez voir, le tissu politico-social français va changer. Malheureusement, pour l'instant, il faut continuer à conscientiser, mais franchement, moi, je n'ai pas de solution. Si vous avez des solutions, je suis prêt à vous écouter. Merci, belle fin d'émission. En tout cas, moi, je pose des questions. Allez, Dio, c'est à vous la parole. Oui, donc, hormis ce phénomène qui est l'ethnicisation, et nous n'en faisons pas une emphase là-dessus, parce que le phénomène est réel. Oui. Quand vous allez au niveau du Burkina Faso, on vous parle du problème d'Ogon. Quand vous revenez au Cameroun, vous avez d'autres constructions. Il y a les Peuls, il y a au Cameroun, on ne dit même pas les Peuls, on dit la composante Nord-Cameroun, qui est un mélange des Peuls, des Kiedi, des Topori, des Mousgoum, des Haoussa et toutes les Kanouris. C'est une constellation de peuples qui ont une histoire particulière, qui ont des histoires particulières, mais qu'on a sédimenté autour d'un concept, le Nord. Et aujourd'hui, ça fait l'objet de revendications. Vous avez, on vous dit, les peuples Bamileke, qui sont en fait des peuples originaires de la plaine de peuples Tika. Et ces peuples-là, on leur prête une certaine différence spécifique. Vous avez d'autres peuples Tika qui ne sont pas forcément Bamileke, comme les Bafia, qui sont... En tout cas, à ce niveau, le colon a réussi. Le colon a réussi à créer une conscience segmentée chez les Africains, parce que beaucoup d'Africains, malheureusement, n'ont pas reçu l'histoire réelle de l'Afrique. C'est pourquoi les basiques, les livres comme ceux de Cheikh Anta Diop, Nation Nègre Culture, ou bien l'unité culturelle de l'Afrique de Joseph Kizerbo, sont fondamentalement importants pour tout Africain qui veut comprendre son continent. Nous n'avons pas autant de différences que cela se prête. Ce que Cheikh Anta Diop nous apprend et qu'il nous permet de comprendre, c'est que vous avez beau être un Mousgoum, vous avez beau être un Dogon, vous avez beau être un Malinké, nous sommes tous originaires d'Égypte. L'unité culturelle de l'Afrique est prouvée par l'art, par un ensemble d'éléments que Joseph Kizerbo a revisité. Après les travaux de Cheikh Anta Diop et d'autres grands historiographes africains. Donc, l'unité culturelle de l'Afrique, c'est une réalité. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle la communication de masse et la manipulation, ce qu'on appelle la communication pour le changement. On manipule les consciences, on leur fait croire que les segmentations dans lesquelles on les ancre sont des réalités concrètes et leurs réalités historiques. Comment est-ce qu'on arrive au fait que ce soit des réalités historiques? On vous fait comprendre que votre peuple existe avec cette spécificité au sein du grand ensemble africain depuis des lustres, peut-être même depuis la nuit des temps. Donc, vous ne pourriez pas remonter jusqu'à la base. C'est un mensonge, surtout cette manière de retracer l'histoire des peuples africains. Alors, revenons à ce qui a lieu. Alors, à Doumbouya, il faut rappeler que le FNDC, cette composante de la coalition des partis, des syndicats et d'organisations de la société civile, elle dénonce quand même quelque chose d'assez peut-être remarquable, je peux me tromper. Elle lui reproche la gestion unilatérale de la transition, très cher Jonathan Watengele. J'insiste là-dessus parce que, quand même, vous l'avez dit, on ne sent pas trop Doumbouya communiquer dans ce sens-là. Ses actes ne sont pas visibles, ses actions ne sont pas perceptibles. Doumbouya, ses actions ne sont pas perceptibles. Son problème, c'est qu'il est militaire. 3 ans au départ. Hein, le problème de M. Doumbouya, ici, nous écoute, il doit comprendre. Son problème, c'est qu'il a gardé l'attitude des militaires. Il veut rester calme et agir comme un commandant.
Et il a son président de transition. Moi, je vois je ne sais pas si on ne voit pas ces programmes-là, mais ces programmes sont accessibles sur Internet. Allez voir. Le président de transition reçoit constamment. Moi, j'ai remarqué qu'il est toujours en train de discuter avec les gens. Donc, il reçoit. C'est un jeune, oui, c'est un jeune qui est président du Conseil national de transition. J'ai juste oublié son nom. Et il reçoit constamment. Et ce dernier discute avec les forces vives de la nation. Maintenant, il y a des réalités. Le contexte international actuel, pour déstabiliser un pays, ce n'est pas difficile. Le contexte international actuel a fragilisé carrément tous les États. Il y a la flambée des prix des matières premières. Il y a l'inflation qui est en train de battre son plein. Ça fragilise le tissu social qui lui-même devient facilement manipulable. Donc les ingrédients des révolutions sont tout à fait réunis. Sauf que les dirigeants comme M. Doumbouya ne sont pas des politiques professionnels. Parce que s'il était en politique professionnelle, il aurait compris qu'il gagnerait à conquérir la légitimité par des actions de communication de masse. Et c'est là où, chaque fois que je regardais des programmes sur sa gouvernance, je me disais, ah, il y a un problème qui va lui arriver, ça sera cette question de la légitimité. C'est tout le contraire avec ce que fait actuellement Assimi Goïta. Quand vous regardez avec Assimi Goïta, il y a une dynamique au-delà du simple cadre de représentation du peuple, il y a une dynamique populaire qui accompagne le président Assimi Goïta. Et cette dynamique populaire est ancrée dans une communication de masse et une communication de proximité. Vous avez des relais locaux qui font vraiment leur travail. Regardez quand il a fallu mobiliser le peuple contre l'embargo de la CEDEAO. Les peuples ne se sont pas seulement réunis à Bamako. Vous aviez des peuples qui étaient à Ségou, vous avez des peuples qui étaient dans d'autres villes du Mali, et toutes ces villes-là étaient en osmose pour défendre une nation, pour défendre tout l'État malien. Et c'est ce qui manque aujourd'hui au président de la Guinée. Et c'est ce qui lui a manqué. Les stratèges de l'OTAN n'ont pas donc eu à beaucoup réfléchir pour penser cette déstabilisation. Ils ont simplement activé les leviers de la rancœur, parce que ces leviers existent. Il a renversé un chef d'État qui était presque légitime. Et ce dernier, actuellement, ses militants sont capables de sortir dans la rue, même par simple revanche. Ils n'ont même pas besoin d'entendre que les choses sont mal gérées. Eux-mêmes trouveront des arguments pour décrier sa gestion. Alors, évoluons un tout petit peu avec ce qui se passe aujourd'hui du côté politique et même diplomatique. Le président en exercice de l'Organisation des États ouest-africains, Umaru Sissoko Embalo, a affirmé jeudi avoir convaincu les autorités guinéennes à réduire la transition, ramener cela à 24 mois, donc 2 ans. C'est vrai que jusqu'ici, au niveau des autorités guinéennes, il n'y a eu aucune communication là-dessus. Est-ce que vous pensez justement qu'on pourrait y arriver à ces deux ans? Doumbouya, il en demandait 3 ans, je crois bien. Le colonel Mamadi Doumbouya, actuellement, doit comprendre une chose. Nous sommes entrés dans une époque où on ne cache pas ses projets. Si les France-Africains, qu'ils nous le disent clairement, qu'ils se présentent comme France-Africains, ils travaillent avec ses partenaires. Oui. S'il est panafricaniste ou bien s'il est africain et qu'il souhaite rejoindre le bloc des panafricanistes, eh bien, qu'il se déclare pour que nous sachions exactement dans quel camp il va danser. À ce moment-là, nous saurons tous comment prendre des mesures, ou le soutenir, ou le lâcher. Mais ça veut dire que l'occasion lui est donnée, donc, de se déclarer. Il devrait... Non, c'est pas quand il est dans le feu qu'il va se mettre à crier dans l'un des camps. C'est quand même trop opportuniste de sa part. Mais cette situation lui donne quand même le temps... La population guinéenne lui aura peut-être donné un coup de main. Si donc s'il se sent plus proche des idées panafricanistes, gérer cette crise ne sera pas difficile. Qu'est-ce qu'il ferait ou pourrait faire qui démontrerait qu'il rappelle le président Alpha Condé, qui rappelle le professeur Alpha Condé, qui le ramène le président Alpha Condé, qu'il discute avec lui de la phase de transition, qu'il remette Alpha Condé dans l'appareil qui travaille à cette transition, et qu'on sente que Alpha Condé donne son quitus aux actions. Et à ce moment-là, qu'adviendrait-il de tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour faire partir Alpha Condé, etc. Bachir, il y a une réalité. Est-ce que vous ne voyez pas en cela une ouverture d'une autre porte de Pandore?
Je comprends tout à fait, Bachir, qu'on puisse s'opposer parce que c'est la vie humaine qui a quand même été sacrifiée. Et nous rendons hommage à toutes ces personnes qui sont tombées. Nous adressons nos condoléances à leurs familles. Toutefois, il faut se dire une chose. Les enjeux d'une nation, malheureusement, dépassent nos simples vies. Parfois, quand on parle de la nation, on doit regarder au-delà de nos simples vies. Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi dans le cadre de ce que l'État utilise pour sacrifier ses citoyens, mais aussi les citoyens d'autres pays, la raison d'État. La raison d'État peut amener à des solutions extrêmes. Mais cette fois-là, qui est responsable? Personne. C'est la nation. On considère que c'est la nation entière qui s'est défendue. Donc, les enjeux nationaux peuvent dépasser les simples vies. Et donc, vous estimez, entre autres, que le retour de Alpha Condé pourrait régler le problème. Le président Doumbouya, dans le cadre d'une stratégie pour contenir les velléités déstabilisatrices qui pourraient être menées dans le cas où il serait panafricaniste ou qu'il serait désormais convaincu des idées panafricanistes et qu'il serait dans la logique de se rapprocher de la Chine, il gagnerait à se rapprocher du président. L'un des actes fondamentaux posés par les dirigeants maliens pour s'attirer toute cette sympathie sur le continent africain, c'était la diversification de partenaires, notamment sur le plan militaire et stratégique, en faisant appel à la Russie notamment. Est-ce que, vu son passé d'ancien légionnaire, s'il ne l'est pas toujours, Mamadi Doumbouya pourrait oser franchir le pas? S'il réussit déjà à avoir le retour du professeur Alpha Condé et qu'il crée des conditions d'assainissement ou bien d'apaisement au sein de la classe politique, en ce moment-là, il pourrait organiser des conditions de légitimation d'un partenariat avec la Russie. Parce qu'il ne faut pas appeler la Russie comme étant le pompier. La Russie n'est pas venue au Mali dans des conditions troubles, où le peuple était en train de manifester contre le gouvernement et le gouvernement se dit quelle est la solution qu'on va trouver là. C'est un peu trop opportuniste pour une solution pérenne. Non, il faut organiser les conditions de la légitimation de cette force, de ce partenariat. Et quand on a cette légitimation, le président Doumbouya pourrait alors aller en partenariat avec les Russes. Oui, moi je suis de ceux qui pensent que s'il est dans la mouvance, s'il a changé le cap, comme nous avons observé depuis un temps, s'il a changé de cap, il est capable d'aller vers la Russie. Et je pense que s'il le fait, s'il marque toutes ces étapes, vous verrez que même dans... Vous avez suivi Emmanuel. Emmanuel qui, par exemple, a légué un ensemble de faits sur la construction. Et ça peut être des faits inventés par des mauvaises langues. Ça peut aussi être des faits fondés. Mais imaginez-vous que le président Alpha Condé soit revenu, qu'il se soit réconcilié avec le colonel Doumbouya, qui à un moment était quand même son chef de la sécurité, et qu'il travaille avec le président Doumbouya dans le cadre de la densification du partenariat avec les Chinois, puis avec les Russes. Vous pensez que son capital confiance au niveau de Conakry sera le même? Non. C'est ce que nous disons, c'est qu'autour du président Doumbouya, il n'y a pas une équipe stratégique qui travaille véritablement à l'adhésion populaire. Il y a peut-être un militaire, il y a un stratège militaire derrière, mais le stratégie militaire, ce n'est pas la politique. Quoique la stratégie soit une dérivée de l'action militaire, ce n'est pas forcément une activité d'abord politique. D'accord. D'une certaine manière, à moins que je me trompe, et je vais la poser comme question, est-ce que les manifestations aujourd'hui, dont vous dites au départ qu'ils pourraient être manipulées, est-ce que ces manifestations pourraient viser à ramener Mamadi Doumbouya à des meilleurs sentiments du point de vue France-Afrique? Oui. C'est même ça. C'est l'arme dissuasive. On veut vous amener, vous rendre docile. Il y a deux mécanismes. Soit on utilise les méthodes fortes, mais c'est quand vous avez passé tous les stades comme celui-ci. Soit on utilise d'abord ces mécanismes. Et puis il y a aussi l'autre mécanisme. Si ça ne marche pas, vous allez voir qu'on va jumeler à ça l'action médiatique. On va le décrédibiliser fortement internationalement. Et lui, c'est même pas difficile de le décrédibiliser. Il suffit de le présenter comme un ancien légionnaire, le présenter ironiser sur le fait qu'il n'a pas les capacités de gestion. Vous voyez un peu. Avec tous ces éléments-là, on va présenter qu'en fait, vous voyez, il est maintenant bon il est de la chair à canon.
en fait, généralement, quand on décrédibilise comme ça, on le prépare à une mort physique. Parce que là, on se dit c'était un élément gênant, il fallait d'abord le tuer politiquement pour le tuer physiquement. Non, le président Doumbouya ne devrait pas laisser, c'est dans le cas où il est convaincu des idées panafricanistes, comme nous l'avons vu s'aligner sur les positions du Mali. S'il est convaincu que les Maliens ont pris la bonne option et que son soutien au Mali n'était pas un cache-sexe, comme veut nous le faire comprendre la rue de Guinée-Conakry, eh bien, il gagnerait à travailler dans le giron panafricaniste. Le président, professeur Alpha Condé, était un panafricaniste. Il s'est converti au panafricanisme. Il a commencé à défendre les idées panafricaines et les idéaux panafricanistes. Il faut bien rappeler qu'il est venu quand même dans les mallettes de la France-Afrique. C'est très important. Tout à fait. On dirait pas que le président, on dirait pas que le président Paul Biya au départ n'était pas aussi France-africain. On dirait pas que le président Idriss Déby ne l'ait pas été. Donc, ne stigmatisons personne. Donc, ça veut dire que le changement est possible. Les changements sont possibles. D'où votre optimisme. Tout à fait. Alors, un dernier mot. Par là, oui. J'ai l'impression... D'accord, un instant, je reviens à vous avant de conclure. Peter Brown voudrait dire un mot. Peter, bonsoir, cher ami, depuis l'Écosse, vous avez la parole. Bonsoir, M. Bachir. Merci beaucoup au call center. Je vais saluer vos invités, M. Jonathan, et puis ceux qui sont intervenus de façon parallèle. Je vais donner un peu mon point de vue sur le thématique parce que beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe en Guinée-Conakry. C'est un pays très complexe. Vous savez, quand le président Alpha Condé est venu au pouvoir, dans le premier mandat, il paraissait être un démocrate. Et ça plaisait un peu à la France. Et après, dans le deuxième mandat, il a commencé à changer son fusil d'épaule et il a adopté une attitude très égoïste, uniquement qu'avec son clan. Et quand je dis le clan, c'est pas absolument de clan ethnique, non, mais ses proches amis. Et c'est devenu une second nature avec ses amis, si bien que le troisième mandat, l'élection qui avait eu lieu il y a 2 ans, c'est ça qui a été le goutte d'eau qui a débordé le vase. Et la France et les États-Unis ont décidé de tourner la page parce que Macron avait donné un message très fort. Il va activer les partis civils et il va faire en sorte que la partie civile puisse affirmer leur détermination pour la démocratie. Mais en fait, c'était sous-entendu un coup d'État, parce qu'on ne dit pas que je vais te faire un coup d'État. Non, ça ne se fait pas en diplomatie. Alors, on a vu tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il y a un gros problème, c'est que lui, avec son teammate, équipe, comme on dit en français, ses coéquipiers là, ils sont un peu déboutés par les gens de l'armée qui étaient, eux, habitués à la corruption. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrosé les généraux qu'il a envoyés à la retraite, une retraite, comme on dit en français, dorée, golden retirement, vous comprenez? Et ces généraux ont même bénéficié de voitures neuves, mais ils ne renouvellent une fois, c'est-à-dire que même si c'est en panne, ça c'est le problème. Mais en tout cas, ils sont bien glaciés. Maintenant, il a affaire à qui? Il a affaire aux colonels. Eux qui étaient habitués avec le système ancien. Il se trouve que M. Doumbouya était allé faire le, forgiven dans le fief de l'opposition, ce qui a plu beaucoup à l'opposition. Mais le problème majeur aujourd'hui, qui fait que, comme vous voyez les gens agités, c'est tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus manger et qu'il a imposé de nouvelles restrictions. Figurez-vous, et j'attire l'attention des commentateurs, ceux qui aiment beaucoup parler pour parler, l'Union européenne a donné de l'argent. La Banque mondiale est prête à aider les Guinéens. C'est-à-dire ils ont tout ce qu'un pays normal, comme on le dit dans le jargon, peut avoir. Donc, ça doit attirer un peu l'attention des gens. C'est parce qu'il est soutenu indirectement. Maintenant, ceux qui font le bruit, c'est parce qu'ils ne peuvent plus avoir accès à ces facilités qu'ils avaient autrefois. La preuve, il a imposé de nouvelles restrictions avec compagnies minières. Il y a beaucoup qui ont déposé les clés. Il y a quelques-unes qui sont restées sur place parce qu'elles ont accepté de remplir les conditions. C'est parce que ces compagnies arrosaient certaines élites politiques qui aujourd'hui ne reçoivent plus de pain parce que ces compagnies sont dans les contraintes. Donc le bon Guinéen qui comprend ce que je dis
c'est ce que je suis en train de dire est très cohérent. Je n'ai pas dit vrai, mais je dis cohérente. Parce que c'est ça la racine du problème. Troisième chose, c'est sur la prolongation de le mandat militaire. Le CEDEAO est venu mettre la pression, il a dit non, c'est 39 ou 36. Donc du coup, ça fait un peu le bras de fer. Mais comme il sait qu'il a un soutien qui peut lui permettre de perdurer dans son transition, donc il reste serein. Tous ces bruits que vous voyez, il y a une décision qui a été prise yesterday, je ne vais pas vous dire ça sur l'écran, mais ça va venir au calme, comme on le dit. Alors, je demande au peuple guinéen de ne pas rentrer dans la manipulation, de faire ce qu'on appelle une solution nationale pour sauver la Guinée et relever ce pays. Je m'arrête ici. Thank you very much for your media. See you soon. Bye. See you very soon. Merci, très cher Peter Brown, pour votre contribution. Il faut que Mamadi Doumbouya réunisse les forces vives de la Guinée, les écoute pour savoir ce qu'ils veulent pour le pays et leur parler de ce qu'ils veulent réellement faire pour rendre les Guinéens, la Guinée aux Guinéens. C'est le message de WB Emmanuel Wangrawa. Un beau message qui nous permet également de remercier à Jonathan Batengene, Luc Michel qui s'excuse de n'avoir pas été des nôtres compte tenu d'un certain nombre d'obligations. On le retrouvera dans les prochaines éditions. Tout de suite, le journal avec Foot Ndedi après tout ce qu'il y a comme générique.